Je pense que ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. C'est de la rigolade en fait. C'est pas tellement techniquement c'est compliqué, c'est que voilà, il faut que tout ça se mette en place d'un point de vue légal. Et je suis pas sûr que le principe des sanctions avec ces millions d'euros d'amendes qui sont agitées comme ça vont faire bouger les choses. Le droit à l'oubli numérique, c'est certain que c'est quelque chose d'ultra important. Et je pense que tout le monde y a un intérêt considérable. C'est vraiment la contrepartie de toute cette nouvelle liberté qu'on a sur Internet pour trouver des services de l'information, pour acheter des choses. C'est de pouvoir également, effectivement, d'un clic, d'un seul, effacer tout son historique si on est gêné par ça. Ça, c'est la première chose. Après, sur la façon d'informer les utilisateurs, je ne crois pas tellement dans les systèmes coercitifs d'amende, je crois plus dans ce qu'on voit aujourd'hui se mettre en place progressivement, notamment en Angleterre, qui sont en fait une façon beaucoup plus claire de présenter les choses et de donner le contrôle aux gens. Alors on n'est pas du tout encore dans quelque chose d'adopté par les utilisateurs, mais je pense qu'on peut arriver comme ça progressivement à avoir une gouvernance ou une utilisation d'Internet qui soit beaucoup plus éclairés avec le libre arbitre des gens et qui sachent eux-mêmes très bien ce qui se passe quand ils se connectent sur un site. Alors, tout le monde a l'air d'accord pour le droit à l'oubli. C'en est même suspect tellement, à tel point que tout le monde est d'accord, sauf vous. Vous cataloguez, vous êtes vice-présidente de l'Association des archivistes français, et vous êtes contre la destruction des données personnelles, contre même le fait qu'on les rende anonymes. Vous avez d'ailleurs édité un certain nombre d'affiches qu'on va voir, qui militent contre le droit à l'oubli. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, tout à fait. Alors, nous avons effectivement lancé une pétition citoyenne en début d'année qui a recueilli donc 50 000 signatures, pétition donc qui a fédéré des historiens, des archivistes, mais des généalogistes ou des simples citoyens. Nous, on s'inscrit un petit peu contre ce projet de règlement européen. Tout simplement parce que nous, aujourd'hui, archivistes, on a l'habitude de protéger la vie privée. Je vous donne un exemple, les actes d'état civil. Aujourd'hui, moi, dans ma commune, c'est mon quotidien. Quand on nous demande des actes d'état civil, évidemment, on ne peut pas communiquer à tout le monde un acte de naissance, par exemple, ne serait-ce que parce que votre voisin n'a pas besoin de savoir que vous avez un fils caché, éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important pour nous dans notre quotidien de pouvoir protéger la vie privée. Maintenant, la position de ce règlement européen qui dirait qu'il faudrait supprimer l'ensemble des données, nous paraît complètement abusive parce que on sait bien, surtout les historiens, qu'on ne peut pas décider à l'avance des données qui vont être nécessaires pour la recherche historique. Donc en gros, si on efface, si on commence, on a tous le pouvoir d'effacer nos données, on efface pour vous des pans entiers de l'histoire. Oui, complètement. Et on s'en rendrait même pas compte. On pourra la réécrire en tout cas. Exactement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Je suis d'accord avec vous sur le fond. On a eu des désaccords de forme. Mais je suis d'accord avec vous sur le fond. Il n'y a qu'à voir dans le contexte médiatique et politique. Quand on a parlé de droit à l'oubli en France, c'était immédiatement après que Brice Hortefeux ait fait sa blague sur les Auvergnats. Et donc, vous y voyez un rapport? Ah mais j'y vois qu'un tel droit à l'oubli pourrait être instrumentalisé pour ceux qui auront les moyens pour faire disparaître des informations. Et ce sera quelque chose d'extrêmement puissant pour justement réécrire l'histoire. En réalité, ce qu'on voit, c'est que Google et Facebook, eux, n'oublient jamais. Quel que soit le droit à l'oubli, ils vont prétendre effacer quelque chose. En fait, il restera dans leur base de données, la NSA continuera d'y avoir accès. Ce qu'il faut, c'est éduquer les enfants, éduquer les ados à l'heure où ils commencent justement à vouloir faire des amis et tisser du lien social et peut-être pousser un petit peu les limites, les éduquer à ce qui d'un côté est du ressort de la vie privée et de l'intimité et ce qui est de la vie publique. Dans le temps, on avait une vie publique que quelques politiciens, quelques journalistes, quelques stars, mais c'était quelque chose d'un petit peu particulier. Aujourd'hui, tout le monde a une vie publique en un clic. Donc éduquer sur ce que ça veut dire, appuyer sur le bouton « Publier », ça veut dire le montrer à tes amis, peut-être au reste du monde, à Facebook, à Google, à la NSA, etc. Et apprendre à ne pas faire ce clic plutôt que s'apercevoir après qu'il est trop tard et essayer de rattraper de l'information, ce qui ne marchera jamais et qui pourrait conduire à d'affreuses dérives. Parce que mettre en place un tel système, je vous assure que les politiciens seront les premiers à aller effacer leur scandale de corruption. Mediapart et RS sur Image auront du souci à se faire. Il n'y a pas que les politiciens. Moi, le droit à l'oubli, c'est un truc super compliqué. Il n'y a pas le droit à l'oubli. Il y a le droit à l'oubli du pot de fer et il y a le droit à l'oubli du pot de terre. Je vais vous donner un exemple de pot de terre. On a fait une émission récemment, justement là-dessus, sur Arrêt sur Image, sur le droit à l'oubli.
Et il se trouve que c'est une dame qui nous avait écrit, une dame qui était syndicaliste CGT d'une entreprise qui était sur le point de fermer, qui était en lutte, etc. Et au moment de ce conflit social, cette dame avait été interviewée par une chaîne de télévision, plein cadre, avec son nom, etc. Il y avait eu des articles sur elle. Bon, l'entreprise a finalement fermé. La dame a changé de région. Elle a commencé à chercher du boulot. Et quand elle est allée voir des employeurs et que les employeurs ont fait des recherches sur elle, évidemment, le nom, Google, première occurrence, Madame Bachin, syndicaliste CGT, en lutte, etc. Nous, on avait fait un article sur elle. La dame nous a dit, est-ce que vous pourriez juste enlever mon nom de votre article? Parce que l'article est parmi les premiers qui apparaissent sur Google et ça m'embête. Ben, le nom, on l'a enlevé. Je veux dire, le nom, on l'a enlevé. Entre l'intérêt supérieur de la conservation d'une donnée et l'intérêt immédiat de cette dame qui avait envie de... Voilà, on a arbitré dans ce sens-là. C'est juste pour vous montrer que c'est, dans les faits, extrêmement compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, les lois sur les archives prévoient des délais de communicabilité pour justement laisser un laps de temps important, enfin suffisant en tout cas, mais que tout de même, la société ne se retrouve pas sans mémoire. Alors, Alexandre, entre la société et la dame, on choisit qui? Le droit à l'oubli, choisit, il non, peut 60 être ans. extrêmement difficile d'un point de vue technique. L'exemple le plus célèbre, c'est le dossier médical de Sergey Brin, le cofondateur de Google. Il a mis son dossier génétique sur Internet, et notamment sa prédisposition à la maladie de Parkinson. Cette information, il l'a mise sur son blog. Cette information a été reprise dans des centaines de milliers de sites web sur Terre. Le droit à l'oubli est devenu impossible. On ne va pas effacer 100 000 sites web pour retirer le dossier médical du fondateur de Google qu'il a eu la maladresse et l'imprudence de mettre sur son blog. Donc on voit bien qu'une information, au départ, elle peut peut-être être effacée. Au bout d'un certain temps, quand une image a été reprise dans plein d'autres blogs, dans plein d'autres réseaux sociaux, il peut être extrêmement difficile d'oublier la totalité des traces. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que Jacques Attali nous parle d'une éthique de la transparence. Jérémy Zimmerman nous parle de la nécessité d'avoir une culture du numérique. Et je crois que tout ça, moi je résumerais ça en appelant ça une nouvelle forme de civilisation. Et je voulais revenir sur votre lecture de la Boétie. C'est que je crois qu'en France, nous avons un penchant quand même proudhoniste ou rousseauiste assez marqué à dire méfions-nous, retournons à l'état naturel, méfions-nous du progrès de la civilisation, de la technologie, de ce genre de choses. Et je crois que ça nous a souvent freinés dans l'histoire. Et je pense que la civilisation, c'est quelque chose qu'on partage tous, qui nous permet d'affronter justement les découvertes que l'on fait collectivement et qui on appelle le progrès. Jacques Attali. Oui, enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, parce que c'est vrai que le progrès en soi a souvent de bons côtés, puis il en a de très mauvais, puis il y a différentes formes de progrès. On pourrait imaginer des progrès dans la maîtrise de soi, dans la lutte contre la violence, dans la méditation, dans le contrôle de son propre pulsion de mal. Et là, il y a beaucoup de progrès à faire, en particulier liés aux neurosciences et à l'usage des techniques d'autres civilisations, qui d'ailleurs conduiront à quelque chose qui va être le grand danger d'après-demain, c'est la transmission de pensée. C'est-à-dire, on a déjà des technologies qui permettent, avec les lunettes, dont Google n'est qu'un exemple, de pouvoir communiquer sur Internet simplement par mouvement des yeux. Je peux animer un écran d'Internet et donc le faire connaître à quelqu'un d'autre. Donc la transmission de pensée existe. Si la transmission de pensée existe, l'entrée dans mon cerveau pour savoir ce que j'en pense, ce que je pense, est aussi pas loin. Donc, ce n'est pas de la science-fiction de dire que l'éthique de la transparence va aller jusqu'à l'éthique de l'inconscient et de la mise à disposition de l'inconscient au reste du monde. C'est tout à fait vertigineux et je pense qu'il est plus qu'urgent d'y penser. Non, mais enfin, je ne savais pas que j'étais proudhoniste, mais en fait, je suis vraiment contente d'entendre qu'effectivement, il n'y a pas que le progrès technologique, il ne s'agit pas de revenir à l'âge de pierre, il ne s'agit pas de renoncer à tout ça, il s'agit juste de poser des enjeux qui deviennent un débat public et qui permettent de juste essayer de décoder ce qui peut être de l'ordre du marketing et qui en fait sert à agréger des datas, à mettre des algorithmes dessus, à prédire des comportements d'achat et des standardisations de vie, parce que c'est aussi ça.
qui va, c'est qu'on va être de plus en plus efficace, de plus en plus pareil. Et donc j'étais contente d'entendre que voilà, peut y avoir aussi des progrès qui consistent à aussi s'inspirer de civilisations anciennes ou pas, qui utilisent d'autres techniques qui ne sont pas de la technologie, Par ailleurs, etc. je fais 3 quarts d'heure de méditation chaque jour. Ah bah, je donc, vous félicite. Edskunder, d'ailleurs, ce fameux algorithme de Google qui consiste à comment est-ce qu'une fois que Google, moteur de recherche, on lui demande quelque chose, il va nous faire un certain nombre de propositions. Pourquoi celle-là-ci est-elle la première? C'est le fameux algorithme de Google. Ah bah. Est-ce que c'est pas tout simplement, au fond, ça, le poids de la masse? C'est-à-dire, c'est la masse qui parle à ce moment-là. Quand vous triez par pertinence, en réalité, c'est le poids de la masse, corrigé par Google. C'est une question qui est très complexe parce que on pourrait presque dire le contraire. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, Google vous proposait un seul résultat, qui était le résultat de l'algorithme. Donc il avait absorbé tout le web. Il avait des classements très précis qui vous donnaient un résultat qui était le même pour tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, avec toutes les données qui sont récoltées, en fait, ils sont capables de vous proposer un résultat personnalisé. Des résultats différents. Et c'est ça qui est qui interroge beaucoup, c'est qu'en fait, chacun du coup, a sa propre vérité. Et ça, Et paraît-il, son propre prix de billet d'avion aussi. Si on veut tous aller au même endroit, en fonction de ce qu'on a déjà fait sur notre ordinateur, on va nous proposer des billets d'avion plus ou moins chers. C'est le même principe qui rentre en jeu. Effectivement, c'est la collecte de données, l'analyse de ces données sur un mode algorithmique et qui permettent effectivement de personnaliser le contenu. Après, on peut se poser la question de savoir est-ce que je préfère un contenu qui m'est personnalisé ou un contenu universel. Donc là, on est sur deux échelles de totalitarisme un petit peu extrêmes. Mais voilà. Après, moi, je pense que dans l'équilibre général, il y a cette question d'éducation sur laquelle je suis parfaitement d'accord. Je pense que c'est des choses qui doivent... Toutes ces révolutions, elles ne marchent que si vous êtes éclairé, si vous avez un libre arbitre et si dès le début, on vous informe, on vous éduque sur ce que ça veut dire. Et voilà, donc ça c'est très important. On peut y arriver, et certainement pas, comme on le voit parfois dans des écoles, en faisant intervenir la police pour parler de Facebook, mais plutôt en prenant ça sous l'angle peut-être de la vie sociale à l'école ou des choses comme ça. Et je pense que je suis assez d'accord avec l'avis considère qu'on a une façon très négative quand même de présenter tout ça et qu'il y a énormément de choses qui sont positives et qui... Attendez, je vais vous finir l'émission positivement, vous allez voir, avec vraiment une note heureuse. Et là, on va voir le progrès que représente la technologie. Je vous propose de finir avec les vraies stars du net.